Bulle de vie, le balado de l'Aquarium du Québec. Bienvenue à ce 7e épisode de Bulle de vie, le balado de l'Aquarium du Québec. Mon nom est Stéphanie Tremblay et c'est un honneur de vous retrouver encore cette semaine. Et cette fois, c'est pour parler d'un grand classique dans un aquarium. On va parler de poissons. Parmi les sujets qu'on va aborder, l'entraînement chez les poissons. Peut-être que vous pensiez qu'on peut entraîner seulement des ours ou des phoques, par exemple. Eh bien non, les poissons, eux aussi, peuvent apprendre. On va également discuter des soins aux poissons parce que oui, ils peuvent tomber malades comme nous. Et il y a aussi un projet d'études captivant qui porte sur ce que peuvent entendre les poissons. On parle de tout ça et même plus avec nos trois invités, Christelle Lacasse-Aubin, conservatrice externe, Mathieu Lessard, aquariste et Marie-Pierre Lessard, directrice de la conservation et officier de plongée. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors, on va commencer avec Christelle. Vous êtes conservatrice externe, mais dans une ancienne vie, vous étiez aussi technicienne en santé animale pendant plusieurs années. Vous êtes absolument passionnée des poissons. Pourquoi cette fascination? Ben, pourquoi ne pas l'être? En fait, il y a tellement de raisons d'aimer les poissons. Je pense que c'est principalement le fait qu'il existe tellement de diverses espèces qu'on continue toujours d'en apprendre. Donc, pour quelqu'un qui aime apprendre et désire en apprendre toujours plus, les poissons, c'est l'espèce de prédilection pour dans le milieu médical autant qu'au niveau de la biologie et sur ce qu'ils ont à nous apprendre sur l'environnement. Là, justement, combien qu'il y en a d'espèces à l'Aquarium du Québec? À l'Aquarium, on est très fiers d'avoir 160 espèces différentes de poissons. Donc là, on parle pas des individus, mais vraiment au niveau des espèces, on en a 160. Parce que des individus, on en a des milliers, là, on s'entend. Absolument. Et quelles sont ces principales espèces? Oh, ben là, on a du choix. Mais je dirais qu'on a des sous-classes, des catégories de poissons différents. Donc, on a des téléostéens, donc ceux qui sont plus les poissons auxquels on pense fréquemment, là, les bareilles, les morues, les goberges. On a des requins aussi, donc tout ce qui est élasmobranche, des raies, des requins. On a des plus particuliers comme les cygnatidés, les hippocampes, les flûtes de mer, mon Dieu, on a tellement d'espèces, 160. Puis comment on fait pour trouver un habitat adéquat pour chacune de ces espèces-là? Ça, c'est certain que c'est un travail qui se fait en amont. Donc, à l'aquarium, on va préparer l'habitat en fonction des espèces qu'on veut recevoir et on s'assure aussi de faire des mix entre les espèces, donc un habitat interspécifique qui va être adéquat. Donc, un peu comme on retrouverait en milieu naturel, dans le fond, d'avoir plusieurs espèces ensemble. Exactement. Donc, c'est certain qu'on veut que toutes les espèces s'entendent bien et contrairement à dans la nature où ils ont des proies, prédateurs, cette relation-là, ben on la veut pas en aquarium. On veut que tout le monde soit confortable et soit pas en état de stress parce qu'il se fait pourchasser par un prédateur, par exemple. Donc, nos petits environnements fermés en aquarium, on va vraiment s'assurer d'avoir des espèces qui cohabitent bien ensemble. On va en amont déterminer c'est quoi que ça leur prend comme substrat, donc ce qu'on met dans le fond du bassin, les paramètres d'eau, s'assurer d'avoir une bonne qualité d'eau spécifique à ces espèces-là, donc tout dépendamment d'où ils viennent dans le monde, d'où ils vivent dans la nature. Ça peut être de l'eau salée, ça peut être de l'eau douce. Là, on adapte la chaleur aussi, j'imagine. La température aussi, même le pH est calculé, donc vraiment, on fait des analyses d'eau pour s'assurer d'avoir tous les paramètres requis pour notre espèce de poisson. Et donc, il n'y a rien laissé au hasard. Rien de laissé au hasard et même au niveau des décors, on s'assure que ce soit des décors qui soient efficaces pour l'espèce, c'est-à-dire que si on a une espèce de fond, des décors en plein eau, là, plus haut dans l'aquarium, ce sera pas nécessairement ce qu'ils vont préférer. Si c'est une espèce qui aime se cacher, ben on va lui fournir des cachettes. Si c'est une espèce qui vit plus dans la végétation, on va lui fournir des herbiers. Donc, s'assurer de reproduire ce qu'on retrouve en nature pour que le poisson puisse faire son comportement naturel, tout simplement. Est-ce qu'il y a des espèces qui sont plus compliquées que d'autres à loger? Admettons. Est-ce que tu as des exemples? Ben, en termes de taille, c'est certain que pour certains individus, ça va être plus complexe de les loger, si on veut, pour leur trouver des cachettes, c'est moins facile versus des petites espèces que on a beaucoup de possibilités. Mais sinon, on réussit toujours à trouver notre compte parce que si on reçoit une espèce, c'est justement qu'on s'y attend. Donc, on leur trouve des exhibits adéquats là, pour leurs besoins. Bulle de vie de poissons. Avez-vous déjà remarqué que les poissons qui vivent en eau froide sont souvent bien plus ternes que les poissons tropicaux du sud? En plus d'être un avantage pour le camouflage, cela peut les aider à absorber davantage de chaleur des rayons du soleil, même s'ils sont faibles. Bon, là, si tu me permets, je vais poser toutes mes questions futiles que tout le monde se pose. Donc, de quelle façon se déplacent les poissons?
Donc, certainement en nageant avec leur nageoire. Mais si on parle plus de la hauteur à laquelle ils se déplacent dans la colonne d'eau, ça va être grâce à leur vessie natatoire pour la majorité des espèces. C'est-à-dire que les poissons ont comme une petite bouée à l'intérieur d'eux qu'ils peuvent gonfler ou dégonfler, donc comme une balloune qui se remplit d'air. Et il y a des poissons qui sont physoclistes, qu'on appelle, ou physostomes, donc ils vont remplir leur petite bouée d'air d'une façon différente selon les espèces. Mais c'est ça qui va leur permettre de monter dans la colonne d'eau, donc d'aller en hauteur ou de descendre dans l'eau et d'aller plus en profondeur. Est-ce qu'ils peuvent reculer, les poissons? On va voir des poissons qui reculent, oui. Ouais. Ça peut arriver, en effet. Donc, ils ont cette capacité-là, mais généralement, on les voit plus aller vers l'avant. Ouais. Mais beaucoup d'espèces là, qui vont vivre dans des grottes, on peut les voir comme les labres, on peut les voir avancer, reculer, ou même les murènes, on peut les voir aussi se déplacer d'avant-arrière aussi. Comment ils respirent? Est-ce qu'ils peuvent respirer l'eau avec leur narine comme nous, si on fait c'est pas tout à fait comme ça qu'ils respirent. Ils vont respirer avec leurs branchies. Donc, c'est vraiment qu'ils vont aller capter l'oxygène dans l'eau avec leurs branchies. Donc, ils vont pas respirer comme nous par les narines. Ouais. Par contre, ils ont des narines. Mais c'est ça, est-ce qu'elles servent à quelque chose? Elles servent à quelque chose. Donc, à part pour respirer, nous, nos narines nous servent aussi à se sentir. Donc, pour eux, ça va être vraiment la fonction. Donc, les narines vont être liées au bulbe olfactif dans le cerveau. Donc, ça va leur permettre de sentir les odeurs. Donc, s'il y a des proies, de la nourriture principalement, les requins ils vont pouvoir sentir des gouttes de sang, les raies vont le faire aussi. Donc, oui. Même les petits poissons. Même les petits poissons. Tout le monde qui a des narines peut sentir. Est-ce qu'ils boivent de l'eau? Ils vont boire de l'eau aussi. Donc, tout dépendamment si c'est des espèces d'eau salée, donc d'eau de mer, ou des espèces d'eau douce, ils vont en boire plus ou moins. C'est-à-dire que notre espèce qui est en eau salée, parce que le milieu dans lequel ils vivent a plus de sel, ils vont devoir boire plus pour faire un équilibre avec la quantité de sel et d'eau douce qu'ils ont dans leur corps. Les espèces d'eau douce qui trempent déjà dans l'eau douce vont en boire beaucoup moins. Est-ce qu'on est capable de toujours différencier le mâle de la femelle? Puis comment on fait pour faire ça? S'il n'y a pas de différence de couleur marquée, admettons. C'est ça. Il y a des espèces qui vont avoir des dimorphismes sexuels qui vont être évidents. Donc, la couleur, la grosseur, des nageoires de plus. Donc, pour certaines espèces, ça va vraiment être facile de les différencier. Pour d'autres, beaucoup moins simple. Donc, pour certaines espèces, ça va vraiment être avec l'échographie, nous, qu'on va pouvoir déterminer s'il y a des œufs, par exemple, ou si c'est des gonades sexuelles mâles. Donc, si c'est des testicules versus des ovaires. Est-ce que tous les poissons ont des écailles? Oui. Oui, c'est automatiquement, on a un poisson, il y a des écailles. Comme en biologie, on aime toutes les exceptions. Il y a quand même des exceptions, mais la majorité vont avoir des écailles et il va y avoir 4 types d'écailles. Donc, on a les cycloïdes qui sont celles auxquelles on pense là, généralement là, quand on cuisine un saumon et qu'il y a des petites écailles qui restent sur notre planche à découper, ça, c'est des écailles cycloïdes. Donc, la majorité des poissons auxquels on pense rapidement, c'est ce type d'écailles-là qu'ils vont avoir. Il va aussi avoir les écailles sténoïdes, les plaquéides et les ganoïdes, excusez-moi. Le prononcer, c'est plus difficile. Est-ce qu'ils font pipi dans l'eau, les poissons? Aussi. Donc, il y a certains poissons qui vont avoir des vessies urinaires, donc une petite poche d'urine comme nous, comme les mammifères, et ils vont faire pipi dans l'eau. OK, c'est intéressant. Est-ce que ça tombe malade, un poisson? Sûrement, comme les humains? Comme tout ce qui est vivant, ça peut tomber malade. Donc, oui, ils peuvent avoir un peu la même panoplie de possibilités de maladies que... on peut avoir des infections bactériennes, donc comme nous, quand on est malade et qu'on a besoin d'antibiotiques. Ça peut être des infections virales, des champignons, donc des petites infections fongiques. Ça peut être des blessures, donc un poisson qui s'accrocherait ou qui se ferait mordre ou qui s'accroche sur une roche, par exemple. On a des maladies aussi qui sont associées au vieillissement. Donc, veux pas, nos poissons, contrairement en nature, lorsqu'ils vont être plus faibles, souvent, ils vont se faire manger. Ouais. Versus nous, on a le luxe d'en prendre soin jusqu'à leur vieil âge. Donc, on peut voir aussi des problèmes de santé apparaître qui ont rapport avec l'âge, justement. Donc, des tumeurs, par exemple. Des cataractes. Des cataractes, donc dû au vieillissement de l'œil. Donc, tout ça, c'est des choses nous, ici, on a la chance, si je peux dire, de voir parce que nos poissons vivent très vieux et qu'on peut en prendre soin longtemps. Et est-ce qu'on peut faire des chirurgies sur des poissons? Absolument. Donc, ici à l'aquarium, on a une table de chirurgie qui est faite exactement pour ça, pour parce permettre... qu'on s'entend que vous devez les sortir de l'eau, mais ils peuvent pas rester hors de l'eau à l'infini? Pas
pas à l'infini et on le souhaite pas. Par contre, notre table de chirurgie est justement faite pour pouvoir sortir nos poissons hors de l'eau et leur permettre de respirer hors de l'eau en les intubant et en les gardant humides. Donc, notre table nous permet de sortir notre poisson de l'eau pour faire la chirurgie, pour s'assurer d'avoir un environnement adéquat à ouvrir un poisson, à avoir une plaie ouverte. Et ensuite, durant toute la chirurgie, justement, il peut respirer grâce au tube d'intubation. Et quand on le remet dans son exhibit, là, la plaie est fermée et c'est quand la chirurgie est terminée qu'on peut le remettre dans de l'eau complètement. Et la guérison, est-ce qu'elle se fait bien comme après? Parce qu'après ça, on les remet dans l'eau. Est-ce que ça aide leur guérison s'ils sont en eau salée, par exemple, ou ça nuit, ou ça n'a pas d'effet? Je dirais pas qu'il y a une corrélation entre le type d'eau et ce qu'on observe ici à l'aquarium. Là, je dirais plus que comme chez n'importe quel animal, la corrélation va se faire avec l'état du poisson. C'est la gravité de la chirurgie, la gravité de pourquoi on l'a opéré, l'état de base du poisson. Est-ce que c'était un poisson qui était faible d'emblée ou c'est un jeune poisson qui va super bien puis qui va mieux supporter la chirurgie. Voir la complexité de la chirurgie aussi. Et c'est ça. C'est un animal qui est gériatrique, par exemple, ils ont tendance à moins bien recouvrir leur chirurgie comme n'importe quelle espèce animale. Donc, c'est plus tous les facteurs autour plutôt que eau salée ou eau douce là, qui va déterminer ça. Donc, toi, tu étais technicienne en santé animale. Est-ce que tu en as vu je sais pas, des chirurgies plus exceptionnelles et que le poisson s'en est très bien sorti? Est-ce que tu as vu des belles réussites, admettons? Oui, bien plusieurs. On a, il y a beaucoup de... Là, si on parle vraiment plus dans l'exceptionnel, l'une des interventions qu'on a fait qui était vraiment intéressante, c'était de mettre des broches à un de nos pufferfish. Ah oui? Qui avait eu une petite infection au niveau de sa mâchoire. Donc, une ostéomyélite qu'on appelle. Et ça faisait en sorte qu'il réussissait pas bien à s'alimenter parce que ses deux dents du bas, donc les dents inférieures, avaient tendance à bouger parce que on avait une bactérie qui avait comme grugé un petit peu l'os à la base de ses dents. Et comme c'est une espèce qui a besoin beaucoup de gruger parce que leurs dents poussent à vie toujours, on avait dû lui mettre des broches pour l'aider pendant sa guérison. Donc... Et il va bien tout? Il s'en est bien sorti après ça? Aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs années, là, donc aujourd'hui, c'est plus un poisson qu'on a, mais jadis, à l'époque, ça avait vraiment bien été. Ça avait vraiment bien fonctionné. Bulle de vie de poisson. Le flétan de l'Atlantique est le plus grand poisson plat au monde. Les individus adultes peuvent atteindre une longueur de plus de 3 mètres et peser jusqu'à 300 kilos. Ça m'amène à toi, Mathieu. Ça fait presque 4 ans que tu es ici à l'Aquarium du Québec. Et en fait, quels sont les poissons? Oui, il y a le pufferfish, mais quel autre poisson dont tu as la charge? Les poissons que j'ai à la charge en ce moment, hormis les eaux salées que je n'y suis plus vraiment, il y a les poissons d'eau douce. On a des gros poissons. On les appelle les gros poissons qui sont assez volumineux. On a un oxydoros noir qui est dans un bassin qu'on retrouve avec les poissons coy. On a aussi une grande raie motoro et un arowana asiatique aussi, qui sont des animaux qui sont très entraînés à l'étage de l'eau douce. Et dans tes tâches, c'est de nourrir tous ces poissons-là. C'est qui détermine la nourriture, les quantités, quoi donner? Est-ce que c'est toi qui décides ça le matin même? Ou non? Non, ce n'est pas nous. On n'a pas vraiment l'expertise pour cela. Les types d'aliments sont sélectionnés par rapport à la composition qu'ils ont et la quantité de nourriture est donnée par rapport au poids du poisson. Bon. Est-ce que souvent on dit, les poissons pas très intelligents ou une mémoire de poisson rouge, donc ça veut dire une petite mémoire. Est-ce que, d'après tes constats, d'après les études, est-ce que c'est intelligent un poisson? Le fait qu'un poisson ait une mémoire d'à peu près 3 secondes est complètement faux. Si on prend par exemple le poisson rouge qui est un peu l'idole de ce mythe, ils ont une mémoire de plusieurs mois. Et le fait que les poissons soient intelligents, on les retrouve surtout dans les eaux salées. Parce qu'exemple, les 25% des animaux d'eau salée se retrouvent dans seulement 2% des océans, qui est les grandes barrières de coraux. Et c'est un environnement qui est extrêmement riche et très, très peuplé. Alors, il faut que, comme ils sont nombreux, ils doivent s'adapter avec le temps pour développer différentes méthodes d'alimentation, de survie, etc.
Dans les animaux les moins intelligents, on retrouve les poissons surtout abyssaux qui vivent dans un milieu plutôt pauvre et très, très stable. Donc, ils sont moins stimulés dans le fond? Ils ont eu moins besoin d'évoluer leur intelligence pour survivre. Oui, OK, je comprends. En tout cas, on a la preuve vivante qu'il y en a certains qui sont plus intelligents que d'autres. Si on regarde, on peut entraîner un poisson. Ça, c'est assez... peut-être que les gens ne s'attendent pas à ça. Là. Entre autres, il y a le pufferfish qu'on peut entraîner. Tu l'entraînes toi-même? Oui, il a été entraîné. Les animaux, les poissons, versus les chiens. Les chiens, on va les entraîner surtout grâce au son, les ordres qu'on leur dit, un cliqueur. Les poissons, on va surtout utiliser les couleurs et les formes. Et prenons par exemple le poisson porc-épic ballon qu'on retrouve à l'aquarium. Lui, le fameux pufferfish, en fait, oui, sinon en français. Porky. Lui, il était entraîné avec un target. C'est un long bâton en plastique avec une boule orange au bout. Le orange, c'est un spectre de la couleur que lui, il est capable de voir. Alors, on l'a entraîné à venir près du target ou toucher le target pour recevoir son alimentation. Et est-ce que ça prend du temps? Est-ce que c'est très long entraîner un pufferfish? Le pufferfish, comme c'est un poisson qui est sensiblement haut dans la chaîne alimentaire, il est facile à entraîner. Plus un animal est haut, plus un animal dans la nature qui a dû faire face à plusieurs adaptation de survie, exemple, avoir plusieurs stratégies de chasse, avoir une meilleure vision, par exemple. Alors, c'est plein de trucs qui font en sorte que quand on doit entraîner un animal, c'est plus facile s'il a développé ces aspects-là. Donc, j'imagine que tu renforces ces comportements que tu veux obtenir. Et puis, c'est avec de la nourriture, c'est ça? À chaque fois, de la nourriture qu'il aime, je présume. Qu'est-ce que tu lui donnes? On lui donne pour le début de l'entraînement est souvent fait avec des aliments qu'il aime. Ensuite, ça nous permet aussi de lui donner des aliments qu'il aime moins puisqu'il a été entraîné. Parce que comme nous, les humains, il y a des aliments qu'on aime moins manger. Exemple, les brocolis chez les enfants. C'est un peu la même chose chez les poissons. On a exemple du pâté. C'est une sorte de composition faite par les humains qui est enrichie et qui est extrêmement complète, mais c'est moins appétant que, exemple, une crevette fraîche. Pourquoi c'est important d'entraîner un poisson comme ça qui a la capacité d'obtenir certains comportements avec lui? Ça nous permet de lui donner un aliment ciblé, un endroit ciblé pour pas qu'il puisse se faire voler. Non, par exemple, le poisson porc-épic ballon, qu'il a une dent qui pousse d'une certaine façon en permanence, en lui donnant des aliments solides comme des pattes de crabe, des moules, etc., on est capable de lui faire user sa dent pour éviter des problèmes et des complications de santé. Le target aussi nous permet de diriger le poisson pour lui faire certains mouvements pour que, exemple, la santé animale puisse faire des observations sur lui au besoin. Est-ce que tu crois qu'il te reconnaît puisque c'est toi qui l'entraîne, entre autres? Est-ce que, parce que je sais que pour avoir été devant son bassin, parfois on dirait qu'il nous suit du regard quand on est avec une caméra ou on le sent quand même assez tout là, disons ça comme ça. Est-ce que tu crois qu'il te reconnaît? Oui, il nous reconnaît, mais il nous reconnaît pratiquement tous parce qu'on est tous habillés un peu de la même façon. Ouais, OK. Alors, dès qu'un aquariste commence à alimenter un bassin, les animaux vont commencer à assimiler cette personne-là comme la personne qui va les nourrir. Alors, ils nous reconnaissent tout le temps. Bulle de vie de poisson. Chez les poissons clowns, tous les individus naissent mâles. C'est le plus dominant qui change de sexe pour devenir une femelle. On dit de cette espèce qu'elle est hermaphrodite. La femelle se reproduira avec un seul mâle, le plus gros, tandis que les autres petits mâles du harem sont en attente. Lors du décès de la femelle, le mâle dominant changera de sexe et deviendra la nouvelle matriarche du groupe. Et ainsi de suite. Donc, toi, c'est ton quotidien de travailler avec les poissons. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de travailler comme ça avec ces espèces-là? Qu'est-ce que j'aime le plus, c'est que c'est un environnement qui est très complexe. Les poissons, il faut surveiller qu'est-ce qu'ils respirent. Il faut aussi surveiller les déchets qu'ils vont émettre en expirant puis en créant d'autres déchets. Il y a aussi tout l'aspect des relations inter- et intraspécifiques. Il faut faire aussi attention, exemple, les minéraux qui sont dans l'eau, exemple, en eau salée, les températures. Il faut tout contrôler ça. C'est un milieu aussi qui est clos, qui est fermé. Alors, il y a c'est pas relié, exemple, à un zoo avec les ours où là, ils sont à l'air libre puis on n'a pas besoin de surveiller tout ça. Pour les poissons, il faut surveiller tous ces aspects-là. Alors, ça rend la chose vraiment très intéressante. Là, je pose la question à Christelle et à toi, Mathieu. Est-ce que ça arrive qu'il y a des poissons qui s'entendent vraiment pas bien ensemble?
que vous pensiez qu'en milieu naturel, ça va bien et que là, non, c'est pas un bon match, comme on dit, et qu'on doit les séparer de bassin? Ça arrive très souvent. Ah oui? Mais donnez-moi des exemples. Admettons, telle espèce et telle espèce, puis ça n'a pas fonctionné. Ça varie vraiment beaucoup parce que, comme n'importe quel animal, ils ont chacun leur personnalité. Donc, parfois, et même dans un environnement, ça peut fonctionner. Par exemple, si on a des poissons qui arrivent et qui sont tous ensemble, ça peut fonctionner dans le bassin de réserve, par exemple. Et après ça, rendu en présentation parce que question de territorialité ou question de maturité sexuelle. Par exemple, on a des petits poissons qui sont devenus grands et que là, l'entente se fait un petit peu moins bien. Donc, ça évolue. Hein? Leur caractère évolue, leur relation entre eux avec les autres poissons évolue aussi. Donc, ça peut arriver, puis c'est toujours sujet à changement. C'est-à-dire que c'est pas parce que hier, tous nos poissons dans un bassin s'entendaient bien que dans une semaine, ça va être encore le cas. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est que il faut les observer fréquemment pour pouvoir pallier à tout ça si jamais il y a des modifications à faire. Et ça va être quel genre de signe qu'on va voir qui va nous indiquer que ça fonctionne vraiment pas, Mathieu? On peut prendre par exemple le grand océan. À l'intérieur, on a des perches et c'est des poissons qu'on sait qu'en période de reproduction, ils commencent à beaucoup se tapocher, si on veut. Alors, à ce moment-là, on va observer un peu plus de petites morsures, des petites écailles un peu relevées. On retrouve ça à chaque année, ça arrive très souvent. OK. Donc, dans ce temps-là, on garde un œil pour que ça reste... C'est vraiment du cas par cas, c'est-à-dire que tout dépendamment des situations, tu sais, si en période de reproduction, ben on sait que même en nature, ils vont avoir tendance à faire ces comportements-là. Donc, même en nature, par exemple, si on pense aux requins puis aux raies, mais les raies, on le sait que durant la période de reproduction, que ce soit en nature ou en institution zoologique, ils vont avoir des morsures parce qu'ils doivent se mordre pour pouvoir avoir accouplement. Donc, dans les types d'interactions qu'on voit, si c'est quelque chose qui est relativement normal ou qu'on voit de manière cyclique à des périodes spécifiques, ben c'est justement de garder un œil pour voir, mais ça peut aller jusqu'à sortir l'espèce de poisson pour lui trouver une nouvelle maison là, et d'autres espèces avec qui il va mieux s'entendre. J'ai aussi une anecdote par rapport à un animal qu'on a dû sortir. On a dans le grand océan, on a des labres des girelles de roche. C'est des poissons qu'on a les mâles et les femelles qui se développent avec le temps. Et on a eu un mâle pour plusieurs femelles, puis on a dû introduire d'autres girelles qui sont arrivées plus tard, puis finalement, ça s'est avéré qu'on avait d'autres mâles. Alors, pour introduire les nouveaux mâles, on a dû retirer l'ancien mâle pour laisser la place aux nouveaux labres de roche de pouvoir trouver leur environnement, s'acclimater au nouvel environnement, et l'ancien, de l'éloigner du grand océan pour qu'il l'oublie d'une certaine façon. Et dans le fond, on l'a retiré du bassin un certain temps. Puis ensuite, vous l'avez réintroduit? On l'a réintroduit, puis pour lui, c'était pratiquement un nouveau bassin. Alors, il s'est adapté avec les nouveaux girelles de roche mâles et maintenant, tout le monde vit ensemble. Et là, tout se passe bien, tout est beau, tout le monde, il est content. Oui. Bulle de vie de poissons. Comme les poissons sont des animaux à sang froid, ils doivent trouver un moyen de ne pas geler lorsque la température de l'eau est en dessous de zéro. De nombreuses espèces marines de l'Atlantique Nord, comme le loup tacheté ou la goberge, produisent des protéines antigel qui empêchent la formation de cristaux de glace dans leur tissu corporel. Donc, je vous garde encore quelques minutes. J'aime toujours ça, faire un segment bulle en rafale. Donc, des questions rapides, réponses rapides. Alors, qui est le plus beau poisson de l'aquarium, selon vos goûts personnels, bien sûr? Moi, clairement, c'est dans les élasmobranches. Donc, nos requins en général, mais sweet. Ce serait mon petit préféré qui est un requin léopard. Et toi, Mathieu? Pour moi, ce serait le labre californien. Surtout le mâle. C'est un des poissons, on a reçu un mâle et une femelle. Et avec le temps, je me suis beaucoup attaché au labre californien mâle. Il a une personnalité assez forte dans le grand océan. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, une personnalité forte? Il prend sa place? Oh, il prend sa place, voire même prend la place des plongeurs. OK. J'allais vous demander le plus attachant. Oh, ben là, ce serait difficile de pas dire la pieuvre parce que avec les interactions qu'on a avec elle, clairement, les pieuvres en ce moment, Karma, ce serait... Donc, pieuvre géante du Pacifique. Oui, absolument. Karma, toi, Mathieu? Alors, ce serait la même chose, mais ce serait plus Kaya. Je l'aime beaucoup parce que j'ai été la première personne à l'avoir eu un contact avec, à la nourrir. Je l'ai entraînée pratiquement toute sa vie. Alors,
on a un gros lien tous les deux. Ouais. L'espèce la plus difficile à maintenir en aquarium, c'est ce qui, tu sais que ça représente un bon défi. Je pense que les hippocampes seraient quand même dans les espèces qui sont plus sensibles, en fait. Donc, les dragons de mer et les hippocampes, les cygnatidés en général, sont des espèces plus... pour les aquaristes avertis. Donc, il faut faire attention, j'imagine, à tout le pH. L'ensemble de la qualité d'eau, c'est aussi dans l'alimentation. Donc, c'est des fines gueules. Donc, il faut savoir bien les alimenter, les nourrir. C'est des surveillances assez rapprochées aussi. Donc, ouais. Et toi, Mathieu? Je dirais peut-être les escargots, certains invertébrés. Parce que comparé à un poisson, ils sont beaucoup moins expressifs et on voit moins exemple des blessures, etc. Donc, il faut être plus aux aguets avec eux. Être assidu avec eux. OK. Les plus gourmands? Ben, les requins holbiches qu'on a présentement sont assez gourmands, là. Se remplit bien la panse. Donc, même nos requins, en général, sont très gourmands. On peut penser juste à nos mourines américaines en bassin de présentation que les gens peuvent nous voir nourrir parfois et peuvent nourrir eux-mêmes. On les voit très excités lors de la distribution de nourriture. Disons qu'elles sont gourmandes. Et toi, Mathieu? Le poisson parc-épic ballon, parlait précédemment, lui, il aime beaucoup manger. C'est un carnivore et il aime bien voler la pâtée végétarien qui est fait pour les autres poissons. Est-ce que ça arrive que les poissons peuvent être en surpoids? Oh oui, ça peut arriver. Ouais, ils sont trop dodus et dans ce temps-là, j'imagine qu'on leur fait une diète un peu spéciale. Absolument. Ben, en fait, la première chose qu'on peut faire, c'est leur ajouter des enrichissements pour un peu comme un chat ou un chien à qui on voudrait faire perdre du poids, c'est-à-dire s'assurer qu'ils jouent et dépensent l'énergie en s'alimentant. Donc, on peut leur faire des enrichissements justement pour qu'ils fassent du foraging qu'on appelle. Donc, qu'ils cherchent leur alimentation. Ça leur fait perdre des calories en même temps qu'ils vont se nourrir. Et sinon, ben, c'est certain qu'on peut faire des ajustements de diète au besoin en s'assurant que la quantité de nourriture qu'ils ont va quand même leur apporter un sentiment de satiété là, pour pas qu'ils aient faim, même si on veut les faire maigrir. Une petite dernière question. Si vous étiez un poisson, ce serait lequel et pourquoi? Ben moi, je demeure dans la thématique des requins. Donc, clairement, une raie manta, en fait. Je pense que je serais une raie manta. Une raie manta, ouais. Pourquoi? Ben, nager de un, toujours, plonger à des profondeurs sublimes, toujours avoir des amis parce qu'ils ont souvent des petits poissons avec eux. Donc, ils sont jamais seuls, sont sublimes et on dirait que ça a l'air le fun d'être elle. Toi, Mathieu, tu serais quelle espèce? Je pense que je reviendrai avec le labre californien. Juste avec sa tête, on sait qu'il n'y a pas grand poisson qui va lui poser des problèmes. C'est aussi un poisson qui se fait une cuisine d'une certaine façon. Qu'est-ce que tu veux dire? Des fois qu'on lui donne exemple une patte de crabe, il va la chercher puis il va l'amener à un endroit précis dans le bassin puis il va briser le morceau de crabe à cet endroit-là pour le manger à cet endroit-là. C'est un comportement qu'on voit beaucoup chez les labres. Bulle d'expert. Tout comme les poissons, la peau de raie est recouverte d'écailles et d'un mucus protecteur qui rend leur peau très glissante. Mais une fois séchée, elle devient plus rêche. Autrefois, les pirates et marins recouvraient même leurs souliers de peau de raie pour servir d'antidérapant sur les ponts qui étaient glissants avec le varech. Et bien maintenant, c'est le côté plus sérieux avec Marie-Pierre Lessard, qui est notre directrice de la conservation. Plus sérieux, mais toujours aussi intéressant parce qu'on va parler de recherche avec toi. Il y a plusieurs projets de recherche qui sont menés à l'aquarium et il y en a un, entre autres, qui est très particulier et il porte sur les sons émis dans l'eau par les esturgeons. D'abord, les poissons émettent des sons dans l'eau. Est-ce qu'ils en émettent tous? Oui, tous les poissons peuvent émettre des sons à différents niveaux, là, sont tous plus ou moins bons pour en émettre. Ça va dépendre de leur anatomie un peu parce qu'une des structures anatomiques qui vont leur permettre de faire des sons, c'est leur vessie natatoire. Et dans l'anatomie des poissons, on dirait que l'exception est toujours présente dans les poissons. Il y a toujours des espèces qui ont quelque chose que les autres n'ont pas. Donc, il y a certaines espèces qui n'ont pas de vessie natatoire. Donc, certains poissons vont être moins bons pour émettre des sons, mais ils vont utiliser plusieurs sens puis plusieurs trucs pour émettre des compenser. Sons. Donc, la vessie natatoire, ils peuvent faire bouger des os, leurs dents. Le mouvement des nageoires également peut émettre des sons.
Et lorsqu'ils vont s'alimenter ou se déplacer là, également, ils vont faire des sons. Un son vraiment très particulier qu'on peut apprendre quand toute personne qui aura fait de la plongée dans le sud entend comme des petits grincements dans l'eau. Et à ce moment-là, on sait qu'il y a des poissons perroquets pas trop loin parce que les poissons perroquets vont manger du corail et c'est le son que les dents font en broyant le corail qu'on entend dans l'eau et c'est quelque chose de très, très audible dans l'eau, même pour un plongeur. Donc, c'est très intéressant. OK. Puis sinon, c'est quel genre de son? Là, tu parles de... C'est comme les petites dents qu'on entend, mais sinon, c'est souvent, on pense au, je sais pas, moi, au cri des baleines, mais c'est quel genre de son? Je dirais que la plupart des autres sons sont probablement pas audibles pour l'oreille humaine. Donc, des vibrations ou des bruits très, très subtils là, qui vont être enregistrés là, grâce à un hydrophone. Bon, là, on va s'intéresser à ces chercheurs de l'Université du Québec à Rimouski qui s'intéressent justement aux sons émis par les poissons. En fait, c'est quoi leur projet de recherche exactement qui est en collaboration avec l'Aquarium du Québec? Alors, il y a 2 ans, on a une collaboration avec eux. Le but, là, fondamental là, du projet, là, c'est vraiment d'acquérir des connaissances justement sur les sons émis par les poissons et aussi l'interférence que les sons de l'environnement humain créent, comme les bateaux, les bruits en général là, qu'on peut retrouver dans l'eau qui en temps normal ne seraient pas là si l'humain n'était pas présent et de voir si ces bruits-là ont une interférence dans l'interaction des bruits que les poissons émettent. Parce que les poissons vont émettre des bruits pour beaucoup de raisons, dont entre autres la reproduction, avoir un certain écho, savoir où est-ce qu'ils se déplacent, trouver leur nourriture. Donc, s'il y a des bruits dans l'environnement qui font qu'ils sont plus capables d'émettre ou d'entendre des sons, ben ça fait que leur comportement naturel peut être dérangé. Fait que c'est vraiment la base du projet, là, c'est vraiment d'acquérir des connaissances à ce niveau-là. Donc, la première phase, c'est vraiment avec les esturgeons noirs? On avait de l'esturgeon jaune et de l'esturgeon à museau court. Donc, comment on fait pour enregistrer les bruits qu'ils font dans l'eau? Donc, ici à l'Aquarium, ce qui était plaisant justement pour ce projet-là, c'est qu'on est capable d'avoir un visuel en même temps qu'on enregistre. Donc, vu que les poissons sont en bassin de présentation, on peut mettre l'hydrophone dans l'eau qui enregistre ce que les poissons font, donc les bruits, et en même temps, avec une caméra de l'autre côté de la vitre, on est capable d'enregistrer en simultané les mouvements qu'ils font. Donc, après ça, ils sont capables d'extraire les sons de l'hydrophone et de venir jumeler le comportement que l'animal est en train de faire avec le son qui est émis. Donc, ils sont capables de monter une banque de sons par répétition, à savoir que quand on entend ce bruit-là, ben le poisson est en train de faire tel mouvement ou telle action qu'il est en train de manger ou est en train de se déplacer. Et est-ce qu'on a des résultats préliminaires? Parce que ça fait quand même plusieurs mois que l'hydrophone était dans le bassin des esturgeons. Oui, on n'a pas les résultats finaux, mais c'est très, très encourageant comme résultat. Donc, les chercheurs ont décidé là, de passer à un deuxième volet pour acquérir encore plus de connaissances avec des nouvelles espèces. Ben c'est ça. Là, on est en phase 2. On débute à peine la phase 2. Donc, quel genre d'espèces on va étudier cette fois-ci? Alors, les chercheurs étaient comme très ouverts là, aux espèces qu'on pouvait utiliser parce qu'ils étaient contents qu'ici à l'Aquarium, on a une grande variété. Là, tout à l'heure, on le disait, là, 160 espèces de poissons, dont plusieurs d'eau douce. Donc, les chercheurs sont venus vers nous pour nous demander quelle espèce qu'on avait. Ils ont adapté leur protocole à nos espèces. Donc là, on parle de perche chaude, on parle de chevalier, de meunier, de malachigan. Donc, une belle variété. Là, je pense qu'on est à peu près là, à une dizaine d'espèces là, qu'on va étudier encore là, dans ce volet-ci. Et j'imagine que ce sont tous des poissons qui émettent des sons dans l'eau? Oui. OK. Est-ce qu'il y aura des recommandations qui seront faites après ce projet d'étude-là quand ce sera terminé? Bien, je suppose que ces données-là vont servir, entre autres, justement, lorsqu'il y aura des projets de développement ou des endroits qui seront ciblés. Là, on sait qu'il y a certaines espèces. On peut penser, par exemple, au chevalier cuivré, qui est vraiment endémique à une partie là, du Richelieu, vraiment très, très précise, et que c'est important de protéger ce milieu-là. Donc, on pourrait penser qu'avoir des telles données sur cette espèce-là pourrait permettre de faire des recommandations pour empêcher le développement ou le passage de bateaux dans certaines zones importantes pour la reproduction. Fait que là, on parle vraiment d'un milieu précis, mais ça pourrait s'étendre à d'autres endroits dans le fleuve. Donc, plus qu'on a de connaissances sur les sons émis puis sur l'interaction que ça a avec l'environnement humain, donc les interférences qu'il y a dans ces sons-là, ben ça nous permet peut-être de prévenir certains problèmes au niveau de la biodiversité, de protéger la biodiversité dans certains secteurs.
Pourquoi c'est important pour l'aquarium de participer à de tels projets de recherche? Bien, ça fait partie de notre mission fondamentale. Donc, notre volet recherche, on a plusieurs volets au niveau de la conservation et de la recherche. Et nos recherches à l'aquarium s'orientent toujours vers l'acquisition de connaissances au niveau soit de la biologie ou de l'écosystème là, des animaux qu'on retrouve ici à l'aquarium pour être capable de protéger et de conserver là, les milieux naturels qu'ils représentent. Merci Marie-Pierre, très intéressant. Merci Mathieu, on te laisse retourner à tes poissons. Merci Christelle également d'avoir été des nôtres. Eh bien, merci aussi d'avoir été des nôtres pour ce 7e épisode de Bulles de vie dans l'univers des poissons. J'espère que vous serez des nôtres pour le prochain épisode et non le moindre qui portera sur les loutres de mer. Elles feront leur arrivée à l'aquarium cet été dans le cadre du projet Loufoque. Ne manquez pas ça puisque ce sera notre dernier épisode. À bientôt!